j'appelle Émilie Moreau, qui pilote les études sociétales, sociales et l'innovation à la Pure, et qui va nous parler d'urbanisme transitoire comme d'un vecteur d'innovation sociale. Merci. Oui, bonjour, bonjour à tous. Là, je reviens en arrière ou... ouais, pardon. Voilà. Donc, bonjour à tous, je vous remercie de cette invitation. Donc, moi, je vais vous parler d'urbanisme transitoire. Donc, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment, très médiatisé. Et il me semble qu'on peut le rapprocher du sujet des 39e rencontres qui nous occupe aujourd'hui, l'innovation, et considérer cet urbanisme transitoire comme un vecteur d'innovation urbaine. Alors, qu'est-ce que l'urbanisme temporaire ou transitoire? Comment peut-on le définir? Alors, le terme de temporaire est utilisé pour qualifier des aménagements provisoires ou des projets d'occupation sur un temps donné, mais qui n'ont pas vocation à influer sur un projet futur, tandis que le terme de transitoire est quant à lui utilisé pour souligner cette notion de transition. Les aménagements temporaires se font sur une période de transition d'un site en vue d'un projet urbain futur. Alors les occupations, je vais mettre juste ma petite image que voilà. Les occupations temporaires ou transitoires ne sont pas un phénomène nouveau, puisque on peut citer par exemple les squats des années 70 ou l'habitat spontané. La nouveauté, en fait, c'est le fait que ces occupations se développent aujourd'hui dans des cadres légaux, dans le cadre de conventions d'occupation temporaire et souvent à l'initiative des propriétaires de bâtiments ou de terrains eux-mêmes. Donc pour quelles raisons ces expériences, ces occupations se développent-elles? Tout simplement parce que pour ces propriétaires, notamment, il est plus rentable et plus sûr d'installer une occupation temporaire que de laisser leur terrain ou leur bâtiment vacant, dans un contexte de cherté de l'immobilier, dans un contexte de coût de portage du foncier très élevé, et qu'en parallèle, des besoins d'espace pour créer, pour travailler, pour se divertir, s'expriment très massivement, sans qu'il y ait de réponse dans le marché traditionnel, en raison, là aussi, de prix trop élevés. Donc les occupations temporaires offrent des réponses à ces besoins, en permettant notamment une occupation sur la durée d'un projet. Alors dans le cadre d'une étude récente que nous avons publiée à la Pure, intitulée « La ville autrement », nous avons recensé une petite centaine d'expériences de ce type, alors de nature variée, dans le Grand Paris, des expériences en cours ou récentes, et analysé une petite sélection de ces projets. Et donc ce que l'on constate, c'est que ces projets sont marqués par une diversité d'acteurs et d'activités qui peuvent aller d'activités de bureaux, d'espaces de création artistique, d'hébergement d'urgence, d'artisanat, d'agriculture urbaine, mais que tous ces projets partagent une mixité d'usages importante, et qu'ils incluent très souvent une dimension artistique ou culturelle. Alors, il me semble qu'une partie de ces expériences, pas toutes, c'est sûr, mais celles qui relèvent vraiment de ce que l'on peut qualifier d'urbanisme transitoire, constituent de réels démonstrateurs d'innovation urbaine. Et donc, pour l'illustrer, je vais prendre un exemple qui me semble particulièrement abouti, que vous connaissez sans doute, les Grands Voisins, qui est le nom donc, de l'occupation temporaire de l'ancien hôpital de Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e arrondissement à Paris. Vous avez une image tirée de ce projet ici. Et donc c'est un site sur lequel se développe aujourd'hui un projet d'écoquartier. Donc à partir de cet exemple, il me semble qu'on peut distinguer finalement trois types d'innovations différents types d'innovations liées à ces projets d'urbanisme transitoire. Donc ils permettent d'abord, première innovation, d'optimiser des espaces existants, des espaces vacants, délaissés, pendant le temps d'un projet qui peut être tout à fait long. Donc dans une perspective de ville zéro carbone, dans l'idée de faire plus avec moins, de proposer des services en mètres carrés nouveaux, associés. Il me semble que l'urbanisme transitoire coche toutes les cases, et que même si ça paraît simple ou évident, on est encore loin du compte en termes d'utilisation de l'existant. Un chiffre rapide, mais en Ile-de-France, on compte 4 millions de mètres carrés de bureaux vacants, ce qui correspond à peu près à 40 tours Montparnasse. Donc on voit que tout cela représente un potentiel immobilier énorme. Ces projets permettent aussi, deuxième innovation, de préfigurer. Donc en révélant des besoins locaux,
en identifiant les énergies en présence, en prenant en fait un peu le pouls d'un territoire, ils préfigurent, voire ils influencent même le projet urbain futur. Donc pour prendre un exemple, toujours tiré des Grands Voisins, le lieu de convergence des publics aux Grands Voisins, que vous connaissez aussi peut-être, qui est l'ancienne lingerie de l'hôpital, qui est un véritable lieu de lien social, de mixité des publics, a finalement été préservé dans le projet futur, alors que ce n'était pas envisagé au départ, pour qu'il continue de jouer ce rôle donc dans le projet final. Donc ces projets permettent de tester, d'expérimenter des usages sur des enjeux croissants comme l'agriculture urbaine, les mobilités douces, l'économie circulaire, des usages qui sont ensuite parfois conservés dans les projets urbains pérennes. Ils permettent ensuite, enfin, troisième innovation, de catalyser la participation citoyenne. Donc en animant des espaces collectifs communs, en constituant une communauté autour du futur projet urbain. Aux Grands Voisins, une intention particulière a été, par exemple, accordée à la signalétique par l'intervention de Yes We Camp pour favoriser ces espaces communs, ces lieux de rencontre, et ce qui a assez bien fonctionné. Un sujet, donc la participation citoyenne dont parlait Pascal tout à l'heure, sur lequel on achoppe beaucoup et pour lequel les dispositifs traditionnels, on l'a vu, ont montré toutes leurs limites. Et donc là où les projets transitoires, ce n'est pas leur vocation première, finalement contribuent à révéler des communautés, des énergies citoyennes, ce qui me paraît tout à fait intéressant. Alors la question à se poser est donc de savoir ce qui rend possible ces innovations. Et en d'autres termes, à quelles conditions ces projets peuvent-ils être des vecteurs d'innovation, parce qu'on voit que ce n'est pas systématique. Donc c'est une vraie question selon moi. Il me semble que c'est d'abord et surtout la méthode, telle que celle qui a été développée donc, aux Grands Voisins, qui le permet. Donc une approche qui est progressive, incrémentale, une approche d'essai-erreur qui permet de tester et de révéler. Une approche qui est une approche aussi participative et de co-construction. Puisque pour les Grands Voisins, on a par exemple une gouvernance à 3 têtes. Yes We Camp pour l'aménagement des espaces extérieurs, Plateau Urbain pour la programmation, et Aurore, l'association Aurore pour l'hébergement d'urgence. Le faire avec partir de l'existant, faire avec ce qui est déjà là, ce qui a été le cas aussi dans ce projet. Autoriser, permettre, Nicolas Détry de Yes We Camp parle toujours pour les Grands Voisins d'espace autorisant, ce qui renvoie aussi à la notion de permis de faire de Patrick Bouchain. Et peut-être aussi, enfin, il me semble, le temps contraint, ce temps d'occupation temporaire qui est contraint, qui peut avoir, je pense, un effet de catalyseur d'énergie. Donc on le voit, beaucoup de promesses associées à ces expériences d'urbanisme transitoire, mais aussi pas mal de défis. Donc l'un des enjeux les plus importants, il me semble, est celui du modèle économique qui... aujourd'hui n'est pas un sujet complètement réglé, même si des réflexions sont en cours pour savoir qui finance vraiment ces occupations temporaires. Un deuxième défi qui est celui de l'ancrage local de ces projets, faire en sorte qu'ils répondent vraiment aux besoins des populations qui sont là, sans exclure. La méthode progressive que j'évoquais tout à l'heure est ouverte, me semble répondre lorsqu'elle est mise en œuvre à cet enjeu, mais c'est quand même le cas des Grands Voisins, il me semble. Et un dernier défi qui est celui de faire vivre l'innovation, intégrer l'innovation au projet urbain final, ce qui pose aussi et surtout la question de la sortie du temporaire, qui constitue en fait une étape cruciale. Si on veut généraliser ces approches d'urbanisme transitoire, il faut que la fin du temporaire se passe bien, qu'elle soit anticipée au maximum, qu'il y ait une vraie relation de confiance entre les acteurs impliqués, propriétaires, collectivités, facilitateurs, occupants. Voilà. Donc pour finir, il me semble que une belle preuve de ce rôle de catalyseur d'innovation qui donc joué par ces projets et sans doute leur consécration dans le projet retenu pour représenter la France à la Biennale d'architecture de Venise de cette année, 2018, qui a été présenté par l'agence Encore Heureux, l'agence d'architectes, où certains de ces projets, dont les Grands Voisins encore, mais aussi le 6B à Saint-Denis par exemple, ou encore l'Hôtel Pasteur à Rennes, ont été présentés et ne sont pas seulement qualifiés de lieux innovants, mais bien au-delà de lieux infinis. Voilà, je vous remercie.